Alors, c'est le moment, elle est en train de l'enregistrer, allez, on part. Alger, nouvelle génération. Épisode 1, c'est quand la révolution? Premier épisode d'une série de 9. On débarque à Alger. On nous dit avant de partir, Alger, comme si c'était une des villes les moins fréquentables du monde. Mais ce n'est ni Alger la blanche, vue de loin, ni Alger la rouge des années noires. C'est Alger maintenant, sans nostalgie et avec envie. Ceux qui ont 20 ans aujourd'hui sont nés avec l'espoir des révoltes de 88 et ont grandi dans la terreur de la guerre civile. Mais Alger se relève. Antique, antique, comme ils disent. Ça va aller. C'est Alger qui croit en l'avenir, même si c'est un avenir sans projet concret. Depuis janvier, on pense que c'est possible. Étudiants, artistes, chômeurs, haragas, on est chez eux tout l'été. Ah, c'est cool, On va où, pardon, Sofiane? Bah, on va par là. On va chez ma grand-mère. Bab el Oued. Un des quartiers les plus peuplés au mètre carré du monde. Bah, probablement. Probablement, c'est très peuplé. Comme vous le voyez, c'est des vieilles cités. En fait, c'est pas des vieilles cités, c'est des habitations coloniales. Bab el Oued, c'est un mythe, et puis c'est le quartier, c'est le plus grand quartier commerçant et le plus grand quartier habité d'Alger. En fait, là, faut pas trop faire de bruit parce qu'on va rentrer dans l'immeuble, tu vois. Puis les gens, je pense pas qu'ils apprécient. Exactement. Tu veux que je le cache complètement? Exactement, c'est mieux. Sofiane marche le long de la mer depuis Saint-Eugène. La journée, il fait ça, il marche. Quand il arrive dans le quartier de Bab el Oued, il parle aux gars, ceux qui ont 20 ans comme lui, et qui attendent, sans travail, clope sur clope sous les arcades. Ceux qui vendent des produits au noir, entre rue et trottoir. Avant, Sofiane était étudiant, jusqu'à ce que des émeutes se déclarent à Bab el Oued. C'était en janvier, à l'est, Ben Ali tombait, encore plus à l'est, on entendait crier sur la place Tahir. Alors ce n'était pas juste une manifestation de plus. Sofiane aussi, à Alger, avait brandi place aux jeunes. Depuis, les choses se sont un peu calmées. En attendant, il a créé un groupe, MJIC, le mouvement de la jeunesse indépendant pour le changement. On le suit chez lui, la télévision est allumée, sa mère, sa tante et sa grand-mère se passionnent pour les séries turques. C'est turc. C'est le Dallas turc. 30 ans plus tard. C'est pareil, c'est exactement le même contexte. Une famille bourgeoise qui a plein de thunes, avec plein de problèmes partout. Je suis pas franchement fan de ça, mais ça fait un tabac en Algérie. La série turque. Les séries turques. L'époque des séries américaines, c'était plutôt les années 90. Hein. Avec Beverly Hills, c'est tout. Toute l'Algérie ressemblait à Brandon. Dallas. Ah, on vous a demandé de manger. C'est bon? C'est super bon. Il y a du harissa, ça pique un peu. Et l'été, il y a une sitcom pendant le ramadan qui passe à la télé? Le ramadan, c'est le seul mois où l'Algérien a le droit de regarder des séries algériennes, peut-être même des films algériens qui seraient tournés juste pour le ramadan. En général, c'est des films qui traitent de thèmes sociaux très précis, du mariage, etc. De trucs très très formels, tu vois. C'est pour plébisciter ce que devrait être un peu la famille algérienne moderne, tu vois. C'est la tribune pendant un mois de... La propagande audiovisuelle. الزيقة أروحي بنتي أروحي Moi, j'ai grandi pendant les années 90 et le seul accès qu'on avait à la culture, c'était la télévision. C'était la culture globalisée, le mainstream français.
faut savoir que pendant les années 90, on sortait presque pas de la maison, c'était la peur en permanence. Donc la seule activité, on va dire, culturelle, c'était la télévision, même si la télévision abrutit, ça a eu l'effet contraire sur nous, vu que c'était un climat de fermeture complète. Je crois qu'on est en parfaite concordance en matière de télé. Mon apprentissage primaire de 6 à 11-12 ans, j'ai regardé la télé française presque tous les jours. C'est ça. Parce qu'à la même époque, dehors, c'était le carnage. Tu vois. Donc il fallait mieux regarder Club Dorothée. C'est toujours les vacances au Club Dorothée. Salut les filles. Salut. On va faire un flipper? Oui, j'adore le flipper. Ça faisait longtemps que j'avais pas rigolé comme ça. Et aujourd'hui, c'est différent. Il y a plus de chaînes satellitaires Arabe. arabes. Ouais, parce qu'il y a des restrictions sur le satellitaire français, c'est devenu payant, etc. Donc aujourd'hui, les paraboles sont tournées. Elles sont vers plus orientées vers l'Est, exactement. Ça provoque un plus grand tiraillement à l'intérieur de la société qui est complètement contrasté. Et c'est très très contrasté. Il y a une partie de la société qui est plus orientalisée, une partie qui est plus occidentalisée, une partie qui est arabisée. On a perdu ce qui déterminait vraiment la culture algérienne. Parce qu'il y a une culture algérienne, écrite, musicale, etc. À cause de Parce que moi je suis né en 89. Moi je suis plus un enfant de l'ouverture. En 89, c'était l'époque de l'ouverture. Par exemple, c'est en 89 que les paraboles ont vu le jour en Algérie. C'est dans cette année-là. Avant, c'était interdit. Donc, notre génération à nous est née sous une bonne augure, entre guillemets. C'était l'augure de la démocratisation, etc. Et puis, on a grandi dans le désespoir des années noires. Donc la génération de tes parents, Ouais. c'est ceux qui ont vécu cet espoir de 88. Exactement, et c'est ceux qui ont le plus peur aujourd'hui que cet espoir qui est né se retransforme en désillusion. Ils l'ont vécu comment 88, tes Ça. parents? Bah, ils l'ont vécu de manière intense, je pense, comme la plupart des Algériens. Hein. Ils ont découvert ce qu'on appelle la démocratie. Ils ont eu 2 ans de liberté complète, il y avait une liberté éditoriale, il y avait des centaines d'associations qui étaient créées par jour, des journaux. Ils ont eu envie de faire un enfant. Ils ont... T'es né juste en 89. Ouais, je suis né juste en 89. Mais il y a eu cet espoir-là qui est né à l'époque. Donc eux, ils ont vécu ça et puis ils ont vécu de plein fouet la désillusion de l'islamisme et puis du conflit qu'il y a eu en Algérie, des centaines de milliers de morts. Qu'est-ce qui s'est transmis du coup entre tes parents et toi? Des notions de tolérance extrême, c'est ça qui s'est surtout transmis. On est vacciné contre justement cette haine qui a été prônée par l'islamisme politique. Tu vois quoi pour ton avenir, toi? Moi, je suis un tripeur, je suis un rêveur, mais on a peur de retomber dans ça. C'est toujours les mêmes partis qui font la guerre à l'El-Kursi. Je m'en fous de ou les racistes. نسمع petite bourgeoisie Mercedes la tête encrassée وانا معالي بوس نقاسي كي نشوف تلفزيون كاين لا grève des enseignants on les traite de feignants je m'en fous بالفوضى mentale j'ai un gosto في الفوتبال كاع الجيري malade mental انايا اليوم je m'en fous كاع عرفت اليوم كل شي خلطي Les intilos qui s'achètent par kilo, la brosse remplace le stylo. Arabophone, francophone, qu'ils viennent du Caire ou de la Sorbonne, راجل فيهم قول لي شكون. Comme les jeunes fêtent des bars et les vieux dans les bars, les rues pleines de barbares. كاين غاشي في les mosquées, la moitié est endormie, je m'en fous أنا نصلي في الدار. أنا اليوم je m'en fous عرفت اليوم كل شي بسلام كل شي كذب كل شي فوق قولي وين لا فيغيتي رحت لبيان ولات Ouais, ça va. T'as ta mère. Tranquille.
C'est quoi ça? C'est une chaîne de télévision. Pour me demander si on allait participer, le mot shawara, on appelle ça comment, les concertations. J'ai répondu qu'on n'avait pas encore discuté de ça et puis on n'a pas d'invitation de la part du président du Sénat. Parce qu'apparemment il est en train d'inviter les collectifs de jeunes donc en ce moment. C'est génial. Sofiane n'est pas seule, il y a les autres et il y a Amel. On la retrouve dans sa librairie, El Ijtihad. On est au début de la rue Charras, la rue des CD et DVD pirates à 1, 2, 3 euros, pas loin de la fac centrale. Amel, 28 ans, organise le présentoir. Des livres sur la guerre d'Algérie, des livres sur la guerre d'Algérie et des livres sur la guerre d'Algérie. C'est ça l'actualité, elle dit avec ironie. Si on va plus loin, on peut trouver la littérature contemporaine, le canard enchaîné et des CD de musique gnawa. Amel résiste au moment où les librairies ferment à Alger et elle s'engage avec Sofiane. Ça fait combien de temps que tu travailles ici? Ça fait 1 année et demie. C'est une librairie qui a toujours été dans le militantisme, d'une manière ou d'une autre. Elle existe depuis combien de temps cette librairie? Elle existe depuis les années... Nessima, la date exacte, depuis quand elle existe la librairie? Bien avant, voilà, depuis l'époque coloniale. Voilà, avant ça s'appelait Dominique. Et vous, vous êtes militante, donc vous avez votre place ici dans une librairie militante. Oui, c'est vrai. Tu lis quoi en ce moment? En ce moment, Karl Marx. Je suis un peu dans un peu d'histoire aussi. Il faut avoir 3 ou 4 vies pour pouvoir lire tous les livres qu'il y a. Mais j'essaie vraiment de faire l'effort de toucher à un peu de tout. Voilà, monsieur. À la prochaine. Bon courage à vous. Au revoir. La question économique, elle se pose pour ceux qui veulent acheter un livre, j'imagine. Bien sûr que oui, ils demandent toujours des remises. C'est un peu difficile quand même, surtout pour les étudiants. Déjà qu'il n'y a pas de livres, il n'y a pas de production, ils sont à 4 000, 5 000 dinars. C'est pas pour toutes les bourses. On fait des photocopies? Oui, on est obligé. Comment vous êtes connue avec Sofiane? Alors avec Sofiane, j'étais sur Facebook et j'avais balancé une remarque. C'était juste après les événements du mois de janvier, j'étais un peu déprimée à l'époque. Et il y a eu une fille qui m'avait interpellée, qui s'appelait Nadia. Avant le MJK, c'était Algérie Pacifique. Alors elle me fait, si tu veux, on essaie de se rencontrer, etc. On va papoter un peu, pas sur le net, pas sur Facebook. J'ai dit ok, mais j'espère que ce n'est pas une farce. Effectivement, on s'était rencontrés, moi et Nadia, on a un peu parlé. Elle m'a expliqué qu'elle faisait partie d'un groupe qui s'appelait Algérie Pacifique. Et c'était à l'époque carrément Chab Yorid Isqat Nedam. Le peuple voulait que le président se casse. Et Internet, Facebook, Twitter, ça ne peut pas permettre ça comme ça l'a permis dans les autres pays arabes? Non, on a déjà essayé, c'était juste après le 5 janvier. Avant de connaître Sofiane, c'était moi et un copain de Beblouad. On a essayé de faire le truc, de se rassembler à la grande poste. On s'est retrouvés 2 personnes avec un drapeau algérien et les flics en face. Jamais de ma vie, je ne me suis intéressée à la politique. C'est seulement ces dernières années. 88, c'était une révolte dans toute l'Algérie. Et c'est vrai que je pense pas que les gens s'attendaient à ce qu'il y ait quand même une guerre civile. Une guerre civile de 10 ans. Mais malheureusement, ça s'est passé. Et puis faut le dire, on était livrés à nous, même l'Algérie à l'époque. Personne ne nous regardait, personne ne s'intéressait à nous. Franchement, on était dans la merde. On était dans la merde, même la Tunisie, on était livrés à nous-mêmes. C'est comme si on faisait partie d'un autre monde, d'une autre planète. Personne ne s'intéressait à nous à l'époque. On était vraiment retirés. Une guerre qui se tient aussi à nos portes, mais une guerre sans image, ou presque, jusqu'à ce qu'un Airbus A300 la fasse surgir en direct sur un aéroport français. Une guerre aveugle menée par des commandos fanatisés qui tuent sans discriminer les étrangers, mais aussi les démocrates algériens, journalistes, professeurs, chanteurs populaires. Quand on demande à Sofiane et Amel c'est quand la révolution, ils répondent que c'était en 1988. Leurs parents étaient descendus dans la rue pour un début de démocratie. Ils l'avaient eu 2 ou 3 ans avant la victoire du fils, les islamistes, aux élections et le début de la guerre civile qui allait faire près de 250 000 morts. Quoi? J'adore. Et ton père, est-ce qu'il a connu des difficultés? Est-ce qu'il a été arrêté pendant cette période? Il n'a pas été arrêté, mais il a été menacé par des islamistes surtout.
Il y avait des sortes de listes noires qui circulaient dans les quartiers, etc. Il figurait dedans, avec mon oncle et quelques autres. Mon oncle justement qui s'est fait assassiner quelques années plus tard, en 95. Donc c'était surtout ça le vrai deuil de la famille. C'était l'assassinat de mon oncle en 95. T'avais 6 ans. Ouais, j'avais 6 ans et je m'en souviens très bien. Donc il s'est fait décapiter chez lui. Il n'y a pas eu d'enquête qui a été ouverte, donc on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, qui l'a tué, pourquoi. Ma grand-mère est morte de chagrin quelques mois après. Mon père, jusqu'à nos jours, vit toujours dans cette douleur-là, parce que c'est une douleur qui n'a pas été... On n'a pas essayé même de la penser. Mais c'est un cas parmi des centaines de milliers d'autres cas. C'est qu'il y a eu une sorte d'oubli collectif qui a été forcé par les autorités. C'est ça, c'est un déni de la mémoire. On a tué des hommes et on a tué la mémoire juste après. Ça, au nom de la réconciliation qui n'en est pas vraiment une. C'est une époque sur laquelle il faudra mettre toute la lumière qu'il faut si on veut vraiment avancer plus tard. Parce que ça marque les jeunes Algériens jusqu'à nos jours. Les 10 premières années de notre vie, on les a passées dans ça. T'as quel souvenir? Comment tu l'as vécu? Je garde les souvenirs de la peur permanente, des fusillades en pleine rue, des bombes, des égorgements, etc. Des morts dans la famille, des morts dans le quartier. C'était un climat de guerre. Le président Yamin Zeroual avait pourtant placé son mandat sous le signe du dialogue. Après de multiples échecs, le dialogue a été officiellement enterré le 29 octobre dernier. Depuis lors, la tendance la plus dure au sein du pouvoir et surtout de l'armée, les éradicateurs, a déclaré la guerre totale au maquis islamiste. Déjà pour aller à Bab el Oued, pour faire des courses, déjà on n'était pas sûr de rentrer avec les bombes qui explosaient à chaque... alors là, il y a eu la bombe de la DGSN, le soir d'Algérie, marché du champ-manœuvre, c'est ça au fait. Surtout celle de la DGSN. Je m'en souviendrai toute ma vie. T'avais quel âge? J'avais 15 ou 16 ans à l'époque, ou même pas. On a très très bien senti l'explosion et la secousse. On dirait que c'est des séismes. Alors il y avait celle de la DGSN et aussi le soir d'Algérie. Pourquoi? Parce qu'il y avait la tante à ma mère qui habitait juste en face. L'immeuble d'en face, c'était en plein mois de carême. Et puis on a été les voir le soir, il n'y avait plus de mur. Il y avait le truc, le plafond, le parterre, il n'y avait plus de mur, rien. Et c'était en plein mois de carême. Parce qu'il y avait aussi les viols. Moi, c'est ce qui me faisait le plus peur. C'était les viols, les kidnappings. C'est ce qui me paralysait. C'était les viols. Mais sinon, ça s'est amélioré quand même ces dernières années. Tu connais des gens qui ont été touchés, des victimes? Il y a eu une voisine à Saint-Eugène, Kautar. Elle s'est faite violer par 30 personnes. Du côté de Baïnam. Du côté de Baïnam, pendant un mois et demi, et elle est retournée enceinte. Et du coup, ils ont déménagé. Et elle avait le même âge que toi? Non, elle était beaucoup plus jeune. 14 ans. 14 ans, moi j'en avais 17 ou 18. C'était une fille du quartier, je la connaissais bien, je connaissais son frère, ses parents, c'est une fille du quartier. Et puis d'un seul coup, ben voilà, Kautar s'est faite enlever, on ne sait pas par qui. Et puis c'était un mois et demi, ça a duré. Et on a su qu'elle s'est faite prendre par les terroristes du côté de Baïnam et qu'elle a été violée et qu'elle est tombée enceinte. Et toi, tu l'as pas revue après? Non. Ils ont déménagé. Et tu sais pas où elle est aujourd'hui? Aucune idée. Je l'ai jamais plus revue. Comment est-ce que tu crois que ta génération elle a été marquée par ce qui s'est passé pendant la décennie noire? Vous profitez plus aujourd'hui ou au contraire vous avez ce traumatisme à l'intérieur qui vous... Ben, le traumatisme, de toute façon, on ne peut pas faire autrement. On a tous été marqués d'une façon ou d'une autre. Il y a même ceux qui ont été marqués par des images, par exemple, à la télé. Mais je veux dire, on a tous été marqués. Et puis, ces 10 dernières années quand même, on n'a pas beaucoup avancé. C'est le silence radio, on ne peut pas parler de ça, ça reste des sujets tabous. C'est des trucs qu'on n'aborde presque pas. Par exemple, moi, j'ai jamais abordé ça avec mes parents, avec mon père ou avec mes oncles. On n'en parle pas. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que même dehors, on n'a pas le droit. Dehors, on en parle avec les gars, on en parle très très souvent. Très souvent, les discussions virent à parler de la décennie noire, au souvenir de certains, même de certains qui sont plus vieux, qui ont effectué leur service militaire à cette époque-là, et qui ont vu des choses effroyables, qui ont vu des choses terribles. Donc ça reste des sujets qu'on évoque
souvent entre jeunes. Mais avec la génération qui nous a précédés, c'est un peu plus difficile d'évoquer ces sujets-là. Je veux dire, avec la génération qui a maintenant 50 ans. Ça a changé quoi, la levée de l'état d'urgence? L'état d'urgence, concrètement, à Alger, ça n'a rien changé, vu qu'il y a toujours la loi restrictive par rapport au rassemblement et aux marches. Donc concrètement, ça n'a rien changé. Et même les jeunes ne se sont pas vraiment rendus compte qu'il y a eu levée de l'état d'urgence, vu qu'on a grandi dans ça depuis 92. Moi, depuis que j'ai 3 ans, c'est l'état d'urgence. Donc c'est devenu la normalité ordinaire. La première fois, Sofiane nous a dit « Vous voyez, là, on discute ensemble devant la Grande Poste et on n'a pas peur. » C'est donc récent d'oser s'organiser. Dans les années 2000, il y avait eu Bezzef, traduction en arabe, c'en est trop. Pas vraiment une association, pas un syndicat, c'était un truc qui voulait rassembler les colères des journalistes, des intellectuels. Et c'est là que Sofiane, au début, s'est engagé. Allô? Ahlan, Nora, ça va? Sofiane tente d'organiser son mouvement pour le changement, le MJIC. Mais souvent la réunion est remise parce que les lieux manquent pour se retrouver. Dans les parcs, être plus que 3 c'est suspect, alors ils se donnent rendez-vous dans le vieux cimetière chrétien ou sur les plaques de béton sous la corniche. Cette fois ils ont peut-être trouvé un local. En attendant, Kamel, un autre du MJIC, a donné rendez-vous dans le centre, devant la Grande Poste. On attend Sofiane qui est allé pour récupérer la clé. En fait, au début, on devait se rencontrer dans un autre siège. Mais voilà, comme il y a un problème, le gars qui a la clé donc, n'est pas disposé. Et votre mouvement MJIC, vous n'avez pas un local à vous encore? Non, pas pour l'instant. Pour avoir un siège comme ça, dans la légalité, il faut fournir tout un dossier. Il ne faut pas que ça dépasse du cadre typiquement socio-culturel. Dès qu'il s'agit de politique, là, ça devient une autre affaire, donc c'est très difficile. Il y a beaucoup de gens qui essayent comme ça de dire que, voilà, que l'Algérie, c'est différent de l'Égypte, c'est différent de la Tunisie, d'autant plus qu'on a eu notre révolution en 88. Mais voilà, c'est indéniable que ça va déboucher sur une lutte politique, quoi. Il ne peut pas y avoir un changement que sur le plan social. Voilà. Ici, on est devant la Grande Poste, on est au centre d'Alger. C'est un très grand bâtiment, il y a des marches, des escaliers, et il y a plusieurs jeunes qui sont assis là, juste devant nous. Ils n'ont nulle part où aller, d'autant plus qu'on est un vendredi, tout est fermé, donc voilà. Je suppose qu'ils sont en train de discuter, voilà, ils passent leur temps à Namakan, c'est tout. C'est ça. Il arrive dans combien de temps? 5 minutes? 10 minutes comme ça? Même pas. Ok, très bien. On va y aller? Oui. Parce qu'on va se retrouver d'ici 5 minutes avec Sofiane. Il a trouvé les clés? Elle a trouvé la clé, oui. Désolé pour le retard. Pas grave. On est allé chercher les clés, c'est un peu la merde. Le local est fermé et puis on devait se débrouiller un local, donc on s'est débrouillé ce local-là. Et donc là, c'est qui vous l'a prêté? Parti socialiste des travailleurs, c'est le PST, c'est un camarade à nous qui est avec nous dans le mouvement et qui nous a filé la clé du local pour nous réunir ici. Et donc ça a complètement chamboulé le programme, mais bon, c'est comme ça, c'est la clandestinité, encore une fois. C'est un peu tendu, et puis il y a 3 camarades aussi qui sont allés au Caire hier pour participer à ce qu'on a appelé le sommet des blogueurs. Je sais pas vraiment de quoi il s'agit, mais c'est apparemment des blogueurs maghrébins, dont les blogueurs tunisiens, les entre guillemets blogueurs révolutionnaires qui ont invité d'autres jeunes d'autres pays pour discuter des cybermouvements. Et toi, t'es blogueur? J'ai été blogueur aussi parce que à un certain moment c'était la seule façon d'essayer de s'exprimer, mais le truc c'est que ça reste un carcan fermé. C'est caractérisé par des gens qui ont un certain âge,
Et en Algérie, le problème, c'est que l'outil Internet n'a pas la même diffusion qu'en Tunisie et en Égypte. Parmi la population jeune et parmi la population mobilisée, MJIC, c'est un des seuls mouvements de jeunes qui persistent aujourd'hui. C'est pas un des seuls mouvements qui persistent, c'est qu'avant, il n'y avait pas du tout de mouvement jeune. Ou alors, il y avait des organisations estudiantines caduques, qui sont, en fin de compte, des instruments de répression comme d'autres, qui servent la démocratie de façade. Il y a eu une effervescence sociale qui a fait la naissance de plusieurs mouvements. Et pour le moment, on va dire qu'on est un des groupes les plus actifs, même si on reste tout jeune, on reste même à notre jeunesse. Ça fait 3 mois, on n'a même pas tenu une assemblée générale. On n'y arrive toujours pas parce qu'on reste clandestin. De toute façon, on ne prétend pas être agréé par l'État ou quoi que ce soit. Donc nous, notre souci, c'est de nous organiser, de regrouper des jeunes et essayer de donner d'autres alternatives à ces jeunes-là, justement en leur donnant la parole. C'est quoi le programme pour la réunion d'aujourd'hui ? Pour la réunion d'aujourd'hui, ça reste très très vague vu qu'on est un peu dans le flou depuis quelques jours. La situation politique est, on va dire, est très 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 compliquée en Algérie. Il y a le conflit social qui a son apogée, mais les soucis politiques qui restent... le peuple algérien reste apeuré par la politique. La compréhension doit se radicaliser. On est toujours dans une contestation peureuse. Tu vois, on demande. C'est ça le vrai problème. C'est parce qu'on a connu une stagnation politique qui a duré 20 ans. Mais j'aimerais bien qu'avec Gaïa qu'il se radicalise un peu. Le mouvement se radicalise naturellement, tu vois. Mais c'est pas à nous de radicaliser le mouvement, ça se radicalise naturellement. Là, tu as parlé de mobilisation, il faut qu'on prenne, tu as dit, il faut qu'on prenne en main notre destin. Il faut savoir que le jeune Algérien ne voit même pas ce destin pour le prendre en main, tu vois. Si tu ne vois pas quelque chose, tu ne peux pas le prendre en main. Il faut d'abord proposer quelque chose qui pourrait être une nouvelle destinée. Justement, c'est qu'on ne cherche pas le pouvoir, on ne cherche pas la réussite, on cherche un nouveau destin, justement. Et le MJ qui contre tout ça. Il se bat contre tout ça. C'est ça le problème. Est-ce qu'on peut se battre contre tout ça? Ben ouais, on doit, on n'a pas le choix. C'est un mouvement bébé aussi. Mais par rapport aux autres mouvements, les pseudo-mouvements. Tu as parlé de la génération qui sont la génération de 88. C'est nos parents, moi c'est mes parents. Le frein qu'il y a au mouvement actuel, c'est justement cette génération-là qui a peur. C'est pas un conflit de génération, parce que ce qui s'est passé en 88, c'était une grande désillusion après l'espoir qui est né. Donc nous, on est né sous une heure d'espoir et on a grandi dans le désespoir. Et c'est justement cette génération-là qui sont nos parents, qui ont érigé cette barrière-là, qui est il ne faut plus croire en la politique. Pas de filles à la réunion cette fois-ci, elles ne sont que 2 ou 3 sur la trentaine de membres du MJIC. À la réunion, dans la grande salle qui résonne, il n'était que 10 cette fois-là. Amel ne pouvait pas être là, trop de travail. On la retrouve rue Charras à la librairie. Comment tu as observé ce qui s'est passé en Égypte et en Tunisie ? J'ai adoré, j'aurais aimé que ça se passe ici. Pourquoi ? Parce qu'en général, les Algériens, c'est les premiers révoltés. La Tunisie ne s'est jamais révoltée. Moi, personnellement, je ne m'attendais pas. La Tunisie, je ne m'attendais pas. Et j'étais super contente pour eux, bien sûr. Et tout au fond de moi, j'avais souhaité que l'Algérie essaye un peu de suivre un peu, je ne dirais pas l'exemple. Pourquoi ? Parce qu'on l'a déjà fait. Mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Pourquoi ? Je me demande. C'est la question que je me pose tout le temps. C'était comment le mois de janvier, de février, ici, à Alger, pendant que Moubarak, pendant que Ben Ali était en train de tomber ? Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a un syndicaliste qui a envoyé un texto le jour même où la Tunisie a fait sa révolution. Il a envoyé un texto en disant « Mebrouk pour la Tunisie ». Et on espère bientôt pour l'Algérie. Il a juste envoyé un texto. Le lendemain, on l'a arrêté. Il a passé 48 heures.
Le lendemain, on l'a arrêté. Tout le monde avait peur. On disait, c'est pas possible, il va se passer un truc. Mais malheureusement, il ne s'est rien passé. Toutes les manifs, on a essayé par tous les moyens, mais rien ne s'est passé. Pourquoi? Parce que je crois que le peuple ne se sent... C'est pas qu'ils ne se sentent plus concernés, mais je pense qu'ils ont peur. Ils ont peur du chaos, et c'est compréhensible. On ne peut pas leur en vouloir. Les gens ont besoin de calme, ils ont besoin de vivre avec le strict minimum. Ils te disent, nous, malish, on bouffe, on mange, on dort, mstouren, on est à l'abri, c'est bon. Maintenant, le changement, ça sera avec le temps, ça va changer. Mais le changement ne se fera pas tout seul. Tu crois que c'est trop tard? Jamais. Il n'est jamais trop tard. 70% de la population, c'est des jeunes de moins de 30 ans. Vous imaginez, ça sera jamais... C'est pas trop tard. Mais c'est juste un truc qui se fera à long terme. C'est pas un truc qui se fera du jour au lendemain. C'est tout. C'est ce que je me dis, enfin. C'est ce que j'espère. Comme Salem, excusez-moi un instant. Si tu me conseilles de prendre un livre, c'est lequel? Ah, moi, c'est plutôt elle qui conseille. Moi, Par rapport à tes lectures. Par rapport aux auteurs algériens. Je sais pas, moi je reste fidèle aux grands classiques algériens, franchement. Parce que j'estime qu'il n'y a pas vraiment de littérature qui représente notre génération, nous, par exemple. Il n'y a pas d'auteur qui représente la génération qui a moins de 25 ans, par exemple. Même des auteurs de la littérature algérienne qui sont très connus, qui sont étudiés en Europe comme Katabi Yassine, en Algérie sont complètement déconsidérés. C'est justement ça, parce qu'un gars comme Katabi Yassine, il développe une autre vision de l'Algérie. Développe une vision plus humaniste, plus égalitaire de l'Algérie. Donc il y a certains auteurs qui ont été occultés au nom de la pensée unique. C'est vrai quelque part ce qu'a dit Sofiane. Mais sinon, on reste fidèle, comme il a dit, à Katabi Yassine, Mamri, Melk Haddad, etc. Donc c'est beaucoup plus, c'est là où on se retrouve un peu. Quand même, ça reste quand même... des auteurs algériens. Ça reste quand même de la littérature. Mais sinon, ces dernières années, à part... moi, j'aime beaucoup Kamel Daoud. C'est Kamel Daoud qui m'attire. Ou bien Chouki Ammari, plus ou moins. Tu parlais de la peur de la jeunesse. Toi, t'as pas peur de t'engager, de sortir, de dire ce que t'as envie de dire? Dire que je n'ai pas peur serait forcément mentir. Mais le courage, c'est justement de dépasser sa peur. Donc tout le monde a peur. C'est pas qu'on n'a pas peur, mais je pense que c'est nécessaire de s'engager, qu'il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a pas d'autre alternative. La seule alternative, c'est justement de dessiner une alternative à cette société-là. On ne peut pas ne pas s'engager, on ne peut plus fermer les yeux ou fermer la bouche. C'est qu'on on nous a liés les pieds, les mains et les langues pendant trop longtemps. Et qu'à un certain moment, chacun doit prendre ses responsabilités. Tu vois, le fait de voir des jeunes souffrir, de souffrir soi-même quotidiennement, c'est pesant. C'est douloureux à dire. On se sent étranger dans son propre pays. On ne peut pas être indépendant, on ne peut pas aspirer à être indépendant. Les jeunes à 35, à 40 ans, ils vivent toujours chez leur famille. C'est quoi ton salaire, Amel, ici pour un mois? 25 000 dinars. 25 000 dinars, 250 € pour un temps plein. Je m'estime heureuse. Ça va. Et tu habites encore avec tes parents? Oui. Ça va durer jusque quand? Je compte bien voler un de ces 4 de mes propres Elbalek d'ici 2 ans. 1 année, 2 ans, voire 2 ans. Mais c'est vrai que ça me trotte dans la tête. J'y pense. Il paraît qu'à Alger, il faut réunir les loyers de plusieurs mois avant de pouvoir louer un au moins 1 année, voire minimum c'est 6 mois et c'est pas évident. 1 année d'avance. Toi, tu vas devoir économiser si tu veux. Ben oui, obligé. Mais sinon là, j'ai rien mis de côté. Sérieux, pas un sou. Là, il est 17h, c'est quoi ton programme? 17h30, prendre un café, fumer quelques clopes et rentrer à la maison, prendre un bon bain et bien sûr faire un peu de lecture et dormir. On voit pas beaucoup de femmes dans Alger passer une certaine heure. Si quand même, jusqu'à 20h ça va, c'est faisable. Après 20h, tout dépend parce que quand même il y a l'insécurité toujours, le problème de l'insécurité. Sait-on jamais. Les agressions, les vols, donc il faut faire attention.
Mais sinon, Didou, je crois que si. Il y a beaucoup de nanas qui traînent le soir. Une fille seule, elle peut attendre un taxi à 23h30 après une soirée. C'est à déconseiller. Tout dépend des quartiers. Mais 23h30, non. Pour ma part, je ne le ferai pas. Il y a combien de librairies à Alger? Une dizaine. Une dizaine, et il y a beaucoup de librairies qui ferment. Depuis le début 2011, c'est une chute libre. Ici, on n'est pas très loin de la fac centrale. Il y a eu une marche en avril qui a rassemblé plusieurs centaines d'étudiants. Vous en faisiez partie? Bien sûr, même la deuxième fois, juste après, c'était le 2 mai. C'est, je crois, le 2 mai. On n'a pas pu marcher d'ailleurs. Il y avait un dispositif énorme. On pouvait à peine se rassembler. Mais sinon, j'essaie vraiment d'être là dans tous les mouvements, même des fois quand c'est les cartes communaux, les contractuels. On essaye d'être là parce qu'on y croit, parce que quelque part, c'est notre pays, parce qu'on a envie de faire changer les choses. Mais comment? Point d'interrogation. Voilà. يديك الصباح في ساعة نقول بر الحمية في حياتك مع الميلاد قمت أنا ثانية والدنيا ما هي إلى مزاح قمت أنا ثانية دنيا ما إلى مزاح ويا ساقي قوم في الزوجيات وسقينا بعيد عن غفلات الرقيب أو يا ساقي قوم في الزوجيات وسقينا بعيد عن غفلات الرقيب على حضيرة تحت الصهيرات والشمس مالت إلى المغيب على حضيرة تحت الصهيرات والشمس مالت إلى المغيب عوصلي همومك بين العشية ما تدري باش هديك الصباح وفي ساقهم بالربحومية وفي حياتك مع الملاح ويا ساقي قوم وسقينا بعيد عن غفلات الرقيب أو يا ساقي قوم. Amélie et Sofiane, nous serons avec eux samedi prochain à 19h15. On va plus loin avec eux dans leurs histoires et dans Bab El Oued, ils nous emmènent à la rencontre d'autres jeunes et moins jeunes de leur quartier. C'était Alger Nouvelle Génération, une émission proposée par Caroline Gillet et Aurélie Charon, réalisée par Yann Chouquet et mixée cette semaine par Gilles Gaillard et Benjamin de la Gâtinais. La vie continue à Alger, vous la retrouvez sur notre page Facebook Alger Nouvelle Génération.